Je m'appelle Frédéric Bonneau, j'ai 55 ans, je suis le directeur général de la Cinémathèque française. C'est une maison dans laquelle j'ai travaillé beaucoup plus jeune, au début des années 90. Donc j'ai des relations, disons, fortes avec la Cinémathèque française depuis une trentaine d'années. La Cinémathèque a un double rôle, elle a un rôle de montrer et de transmettre l'histoire du cinéma, ou mettons les films, mettons le cinéma, si on veut. Et puis, elle a aussi un rôle de musée, c'est-à-dire qu'elle a le rôle de conserver. Il y a des actions et des missions de montrer les choses, donc évidemment, ce qui se voit le plus, c'est ce qu'on montre dans nos salles et les expositions. Voilà, ça c'est ce qui se voit le plus. Et puis il y a un second volet, disons, qui est aussi très important, c'est une mission patrimoniale. C'est-à-dire qu'ici on conserve. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on conserve bien sûr les films, mais les films à un moment, tout le monde les a. Ou personne ne les a d'ailleurs. Tandis qu'il y a plein de choses autour de la fabrication des films, comme par exemple les appareils, tout ce qui est un peu les déchets, mais au sens le plus noble de ce terme, de la fabrication du cinéma, jusqu'aux robes, par exemple, jusqu'aux costumes. Et bien ça aussi, on le garde. La Cinémathèque, de ce côté-là, a beaucoup grossi. Maintenant, il y a à peu près 200 personnes qui travaillent à la Cinémathèque française, c'est beaucoup. Mais c'est le prix à payer de nos qualités de conservation, mais aussi de divulgation. Donc ça coûte cher, mais de ce point de vue-là, il y a une nette amélioration. Pour vous la faire très courte, Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, il l'a créée en 1936. Pourquoi en 1936 ? Parce que Langlois est d'une génération qui a été subjuguée par le cinéma muet. Et ce cinéma muet, il était mis à la poubelle. Parce qu'en fait, il ne valait plus rien commercialement. La Cinémathèque française, comme les autres cinémathèques, sont créées dans les années 30 pour sauver le cinéma muet vraiment de la poubelle. Donc, Langlois, il s'est mis à tout garder, comme il pouvait. Donc la Cinémathèque, si vous voulez, a mis très longtemps, et il n'est même pas fini, à faire un inventaire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on ne savait pas ce qu'on gardait. Maintenant, on le sait quand même à 90 ou 95%. Il arrive effectivement qu'en ouvrant des boîtes, on trouve à l'intérieur des films de très grands cinéastes qu'on croyait perdus. Voilà, c'est déjà arrivé à la Cinémathèque. On ouvre une boîte et on s'aperçoit que c'est un film de Frank Capra qu'on croyait perdu. Sachant que le cinéma muet, donc mettons entre 1895 et 1928, il nous en reste 20%. Mais voilà, il y a des films de Murnau, mais on les a vraiment plus, quoi. c'est grave, enfin, c'est comme si vous diriez, je sais pas, Flaubert a écrit moins de 10 romans, il nous en manque 4, quoi. Vous voyez, c'est embêtant. Bien sûr que j'ai transgressé de la façon la plus rigolote et évidente qui soit, en m'intéressant à Louis de Funès, par exemple, si vous voulez. C'est-à-dire que je voulais agrandir encore un peu le spectre de ce que fait la Cinémathèque. Donc voilà, donc ça c'est suffisamment d'intérêt pour faire des rétrospectives ou des expositions sur des choses qui sont pas forcément siglées Cinémathèque au départ. Vous voyez, si je vous dis que je fais une rétrospective Fritz Lang tous les 10 ans, une intégrale Fritz Lang tous les 10 ans, vous trouvez ça normal. Si je vous dis que je fais des expositions Louis de Funès et Romy Schneider, les gens plus sectaires pourraient se dire c'est un peu bizarre. Mais c'est très bien qu'ils se le disent et qu'on en discute. Marvel, c'est une très bonne question parce que ça m'intéresse pas du tout, ce qui veut pas dire que j'ai raison. Et 2, c'est hyper majoritaire. Mais, ceci dit, l'idée m'a effleuré de faire pas tellement des rétros, parce que les films sont tellement facilement disponibles, mais des expos, pourquoi pas. Ça serait très marrant de faire une expo, on va commencer par les 3 principaux, quoi, pour les vieux. Batman, Spider-Man ou Superman. Ça serait marrant. Honnêtement, ce serait marrant. Le cinéma, bien sûr que ça peut être du très grand art, évidemment, mais c'est que ça fait partie quand même de ce qu'on appelle le grand récit, c'est-à-dire le grand récit populaire, les romans photos, les romans feuilletons, les bandes dessinées, enfin vous voyez, tout ça c'est de la culture populaire. Et donc après tout, peut-être qu'une expo Batman, ça serait passionnant, vous avez peut-être raison. Quand j'étais critique de cinéma, je défendais un goût. Ça affleure parfois dans ce que je fais ici.
Mais j'ai pas à défendre mon goût à la Cinémathèque française. J'ai au contraire ce que je vous disais, à veiller à ce que le spectre soit le plus large possible. Et vous voyez, non mais un exemple, je le dis très simplement et sans aucune agressivité. Quand j'étais critique, le cinéma de Bertrand Tavernier, c'était pas vraiment mon truc. C'est très naturellement que je monte tous les films de Bertrand Tavernier à la Cinémathèque française. Il y a aucun problème. Et d'ailleurs, mon seul regret est de ne pas l'avoir fait de son vivant, parce que c'était quelqu'un qui avait un certain humour, et donc on aurait pu en rire ensemble, et on en a ri même ensemble. Donc je suis pas là pour défendre mes goûts de critique, et en plus, je vieillis quand même, il faut bien l'admettre, donc mon goût s'affine, s'affirme, si on le dit de façon positive, et si on le dit de façon négative, on pourrait dire très bien qu'il se racornit. Je trouve pas que le cinéma traverse une phase enthousiasmante. Mais je suis tout à fait conscient que c'est typiquement une phrase de vieux con. Et que tout le monde a dit ça avant moi, et que ceux qui disaient ça avant moi quand j'étais plus jeune m'exaspéraient. Donc, c'est pas une phrase qui a forcément une immense valeur. Mais en même temps, je suis bien obligé de constater aussi que j'ai beaucoup défendu quand j'étais critique, donc il y a déjà longtemps pour quelqu'un comme vous, dans les années 90, des cinéastes dont, disons, la postérité est discutable. Il y a des cinéastes comme ça qu'on a un peu portés au nu, visiblement. Je veux pas dire que leur film était mauvais, hein, mais ils ont pas tenu le coup, quoi. Voilà. Ah ben ça influe sur nos missions. La Cinémathèque, c'est 25 millions d'euros de budget par an. Il y a en gros un peu moins en fait, mais peu importe, 20 millions d'argent du CNC. Donc c'est pas l'argent des impôts. Donc ça veut dire que vous, les jeunes, quand vous allez voir Creed 3, eh ben il y a quelques centimes d'euros qui me reviennent au bout de la chaîne. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller au cinéma pour payer la Cinémathèque française. Si on va pas au cinéma, on est épargné. Mais effectivement, ça nous donne d'abord la responsabilité de gérer de l'argent public. On fait pas n'importe quoi avec de l'argent public. Et par ailleurs, ça nous donne des missions, effectivement, à remplir. Et nous sommes très surveillés, et je trouve ça tout à fait normal. Une des missions, c'est de continuer à arriver à mettre des gens devant des films. Et c'est pas si simple, justement, en continuant à faire des intégrales Mario Monicelli, Hugo Fregonese, ou en ce moment, Richard Lester. Et il faut aussi continuer à montrer 2001 en 70 mm, ou Métropolis de Friesland. Et il faut faire en sorte qu'il y ait des gens devant ces films-là. Comme tous les établissements publics culturels, l'État nous a fait comprendre qu'il fallait cesser de compter uniquement sur lui. On dit, écoutez, les enfants, on va pas pouvoir tout payer, hein, donc il faut vous trouver des mécènes. Eh ben nous, c'est exactement pareil. Et donc, oui, c'est très important que la Cinémathèque française ait des mécènes. Netflix, symboliquement, veut faire partie de l'écosystème du cinéma français. Donc pour eux, devenir mécène de la Cinémathèque française, c'est d'abord symbolique. On le sait parfaitement, on n'est pas complètement idiot. C'est symbolique pour eux, comme c'est symbolique pour nous. Mais moi, ça ne me pose aucun problème, parce que Netflix n'influe en rien sur ma programmation. Et par ailleurs, moi, en tant que Cinémathèque française, je suis l'anti-Netflix absolu. La Cinémathèque, c'est un endroit où on vous dit, alors voilà, il y a un film dont vous n'avez jamais entendu parler. Il va passer le vendredi 5 avril à 17h. Et en fait, soit vous y êtes, et vous le voyez, soit vous y êtes pas, et vous le verrez plus jamais. Vous voyez, on peut pas faire plus anti-Netflix que nous. S'il y a bien un truc qu'on n'est pas, c'est bien un robinet. Netflix, c'est un robinet. Mais quand je fais une expo Romy Schneider, où évidemment je prends une actrice populaire et je m'intéresse à une actrice populaire, et que Netflix me dit « Ah ben tiens, nous symboliquement, on reprend la balle au bond et on va passer 10 films de Romy Schneider en me disant qu'il y a une exposition à la Cinémathèque française. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis ravi. Donc si vous voulez, ça me fait très plaisir que des gens qui sont un énorme éléphant s'intéressent à moi qui suis une souris et qui suis exactement l'inverse d'eux. Honnêtement, c'est pas mal. La France s'en sort pas mal. Comme d'habitude en France, avec le cinéma, les politiques publiques ne délaissent pas le cinéma. Il faut
quand même, il faut arrêter de délirer, quoi. Hein. Il faut voir comment ça se passe ailleurs. Et sur le patrimoine en particulier, il y a eu par exemple pendant des années un plan de numérisation du CNC qui a été extrêmement important pour que les films des catalogues français soient passés en numérique. C'est-à-dire que non seulement ça permettait de les restaurer, mais surtout si vous n'avez pas de fichier numérique, c'est mort. Plus personne peut les passer. Mais ce qui s'appelle plus personne. Pas simplement les télés, les plateformes, les je sais pas quoi par abonnement, etc. Personne. On est les derniers à passer en 35 mm. Et donc, en France, quand même, malgré tout, il y a eu cet effort. Cet effort de numérisation qui est aussi un effort pour que le cinéma d'autrefois, disons les vieux films, moi ça me dérange pas qu'on parle de vieux films, ne disparaissent pas. Il y a des gens qui font pas leur boulot, c'est les chaînes de télé. Parce qu'ils passent plus de vieux films. Moi, il y a beaucoup de films que j'ai vus. La première fois que je les ai vus à la télé, en VF. Donc il n'y a plus de projection collective. Il n'y a plus d'émotion collective. Mais surtout, il n'y a plus cette familiarité, si vous voulez, qu'on avait tout naturellement avec les films du passé. Et ça, le fait que les télés aient renoncé à ça parce que ça marche pas assez, tout simplement, c'est pas une bonne nouvelle. Tout le monde n'est pas fait pour venir à la cinémathèque, je le sais pertinemment, sinon on saurait plus où donner de la tête. Et en même temps, la cinémathèque n'est pas du tout un club privé. Enfin, vous voyez, il suffit d'entrer, de payer, pas cher, hein, 6,50 €, vraiment pas cher. Et encore, quand on n'est pas abonné. Les gens jeunes, ils viennent à la cinémathèque pour voir 2001 ou Métropolis, dans la salle Langlois, donc sur un grand et bel écran, dans la meilleure copie possible. Je sais très bien que si je vois une salle jeune qui voit Métropolis ou 2001, mais je sais que c'est gagné. Bien sûr, on travaille pour ça. Évidemment qu'on travaille pour ça. « 2023, la grande rétrospective de l'année scolaire. Donc juin-juillet, ce sera un cinéaste américain vraiment important qui s'appelle Vincente Minnelli. Et puis, on commence à travailler, enfin plus que ça d'ailleurs, mais enfin voilà, il y aura une exposition consacrée à Agnès Varda en octobre 23, donc à la rentrée, et ça sera la grande exposition de la rentrée prochaine.